Que s'est-il passé? J'ai dit, vraiment? Il a dit, eh bien, je te vois me perturber. J'ai dit, quoi? Il a dit, eh bien, tu me fais un peu de mal. Hein? J'ai dit, pas que je sache. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on n'était pas censé faire aussi bien qu'on le faisait. Et quand j'ai commencé à jouer, même si je ne m'en cachais pas, le casino est un lieu public. Mais quand j'en parlais, les gens ne semblaient pas comprendre que cela faisait partie de ma vie, que c'était un défaut. À 80 ans, elle a enfin confirmé des rumeurs de longue date. Mais quelles sont ces rumeurs? Pourquoi a-t-elle mis si longtemps à en parler? De nombreux fans se sont interrogés sur sa vie personnelle et ses choix de carrière. C'était vraiment le cas. Et nous avons grandi ensemble. Et il avait cette musique ici. Gladys a toujours gardé certaines choses pour elle, mais elle est maintenant prête à les partager. Que veut-elle que nous sachions? Ces révélations sont-elles surprenantes? Rejoignez-nous pour explorer la vie de Gladys Knight et la vérité derrière les rumeurs qu'elle a finalement décidé de confirmer. Mais regardons un peu ses débuts et comment tout a commencé. À quel âge avez-vous commencé? 4 ans. 4 ans? Ah bon? Gladys Knight est née le 28 mai 1944 à Atlanta, en Géorgie. Elle était la fille de Merrill Woodlow Knight et de Sarah Elizabeth. Elle a grandi dans une famille aimante, avec une sœur, Brenda, et 2 frères. Merrill Jr. était surnommé Booba et David. La musique a toujours occupé une place importante dans sa vie. Ses parents étaient membres de la chorale de leur église, ce qui a inspiré Gladys à chanter dès son plus jeune âge. À seulement 4 ans, elle se produisait déjà à l'église baptiste Mount Moriah. En grandissant, son talent s'est épanoui. À 8 ans, elle remportait déjà des prix pour son chant. Un moment spécial s'est produit lors de la fête des 10 ans de son frère. Lorsque le tourne-disque est tombé en panne, Gladys, ses frères et sœurs, ainsi que leurs cousins, ont décidé de divertir les invités en chantant. Leurs voix ont impressionné tout le monde. Cela a inspiré la mère de Gladys à suggérer qu'elles forment un groupe de chant. Elles ont choisi le nom de The Pips. Quel a été votre premier disque? Every Beat of My Heart. Quel âge avais-tu alors? Je ne te le dis pas. Bonne, j'allais compter. Sous le nom de The Pips, ils commencèrent à se faire connaître et enregistrèrent plusieurs tubes. Ils finirent par changer de nom pour Gladys Knight and the Pips, avec Gladys comme chanteuse principale. Ce groupe connut un succès phénoménal, vendant des millions de disques. Gladys Knight a gagné le surnom de impératrice de la soul et a bâti une carrière solo remarquable parallèlement à son travail avec The Pips. Elle a remporté 10 Grammy Awards au cours de son parcours musical. Oh, 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 que reste-t-il de ce monde? Cependant, la vie de Gladys n'a pas été sans embûches. Elle a dû faire face à de nombreux défis personnels, notamment des problèmes de jeu et des conflits avec d'autres acteurs de l'industrie musicale. Un tournant majeur s'est produit au début de sa carrière, lorsque les Pips ont signé avec Motown Records en 1966. À cette époque, Motown était l'une des maisons de disques les plus populaires, abritant de nombreux artistes célèbres. Gladys Knight a révélé qu'elle ne voulait pas signer avec le label Soul Motown Records. Les Pips, son frère Booba et leurs cousins étaient plus nombreux qu'elle et ont voté pour signer avec Motown en 1966. Gladys et les Pips espéraient devenir célèbres chez Motown, mais ils ont rapidement rencontré des difficultés. Diana Ross, la chanteuse principale des Supremes, était également présente chez Motown, et des rumeurs circulaient selon lesquelles le fondateur de Motown, Berry Gordy, la favorisait. Ce favoritisme donnait à Gladys le sentiment d'être négligée, même si elle pensait avoir un talent égal. Je veux te faire rester, je t'attendrai longtemps, je te dis bonjour. Lors d'une interview en 2015, Gladys a raconté une anecdote sur un concert où The Pips avait ouvert pour The Supremes. Loge, on s'habillait tous dans une loge. Moi, les Pips, le groupe et tout le monde. Et ils avaient des loges alignées pour elle, donc on s'en fichait. On n'est pas dans ce genre de drame. Après leur spectacle, Berry Gordy l'a appelé pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il lui a dit qu'il causait des problèmes à sa star, Diana Ross. Gladys était ravie de lui parler, mais elle s'est sentie anéantie lorsqu'elle a appris qu'ils étaient renvoyés de la tournée. Elle a ensuite suggéré que Diana Ross avait peut-être joué un rôle dans cette décision, voulant rester sous les projecteurs. Et à notre sortie de scène, notre petit régisseur est revenu et nous a dit « Gordy aimerait vous parler ?» Dans son livre révélateur, Gladys a révélé son conflit avec Diana Ross à l'époque où il travaillait pour Motown. Knight a révélé que Diana n'était pas vraiment fan de sa voix. L'interprète de Midnight Train to Georgia a révélé que Berry Gordy, la figure emblématique de Motown, et Diana avaient invité Gladys Knight et The Pips
a assuré la première partie du concert des Supremes. Mais les choses ont mal tourné quand Barry a laissé entendre que Diana ne s'entendait pas bien avec Gladys. On a reçu un appel de M, Gordy, qui nous a dit « Eh bien, j'ai entendu dire que vous gâchiez mon spectacle, les Supremes. » Gladys a révélé « Eh bien, Gordy, ce n'est pas notre truc. Vous savez, on fait juste notre spectacle. » Gladys a alors dit « Barry les a virés de la tournée, elle et les Pips, sans prévenir. » Il a dit « Bon, je pense que vous devriez rentrer demain. » On est donc rentré, et c'était le but du jeu, se souvient Gladys Knight. Lorsqu'on lui a demandé si Diana Ross avait été méchante avec elle, Gladys a répondu « Eh bien, je ne mens pas. Je sais qu'elle n'était pas très heureuse avec moi. Disons les choses comme ça. » Que s'est-il passé? J'ai dit « Vraiment ?» Il a dit « Eh bien, je te vois me perturber. » J'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Eh bien, tu me donnes un peu de fil à retordre? » Non? J'ai dit « Pas que je sache. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on n'était pas censé faire aussi bien qu'on le faisait. Cependant, Gladys et The Pips ont pris une décision importante. Ils ont quitté Motown Records et signé un nouveau contrat avec Buddah Records. Ce changement a tout changé pour eux. Ces chansons contribuent à la prospérité du groupe, déjà populaire aux États-Unis. Le groupe rencontre un succès encore plus grand en Europe, notamment au Royaume-Uni. Certains de leurs singles chez Buddah Records sont devenus des succès au Royaume-Uni plusieurs années après leur sortie aux États-Unis. À la fin des années 1970, des problèmes juridiques ont contraint le groupe à enregistrer séparément pendant un certain temps. C'est ainsi que Gladys Knight a sorti ses premiers albums solo. Knight signe un nouveau contrat avec Columbia Records et retrouve The Pips. Ils commencent à sortir de nouveaux morceaux et collaborent avec les producteurs Nicholas Ashford et Valerie Simpson sur leurs deux premiers albums pour Columbia. En 1983, Gladys and the Pips connaît un nouveau succès avec la chanson Save the Overtime, notamment parce qu'elle pensait que son frère exploitait leur musique pour promouvoir ses intérêts commerciaux. Après une tournée réussie en 1988, les Pips ont pris leur retraite et Knight a officiellement entamé sa carrière solo. Revenons maintenant à la querelle entre Knight et Diana Ross, qui a duré de nombreuses années. On aurait dit qu'elle ne finirait jamais. Cependant, les choses ont changé lorsqu'ils ont enfin eu l'occasion de se parler. Gladys a déclaré lors d'une interview qu'ils avaient réalisée qu'ils étaient tous deux jeunes et qu'ils traversaient une période difficile à l'époque. Finalement, ils ont pu s'excuser mutuellement et reprendre le cours de leur vie. En 2005, après 37 ans de rivalité, Gladys a confirmé que sa dispute avec Diana était terminée. Elle a confié que Diana n'aimait souvent pas sa voix, ce qui n'était pas surprenant compte tenu de sa personnalité de diva. Il n'est pas rare que les grandes stars se disputent, surtout lorsqu'elles sont en compétition pour la gloire. Diana était connue pour vouloir être la meilleure, ce qui créait parfois des tensions avec d'autres artistes. Un autre aspect de son histoire, lié à une querelle, opposa deux autres légendes de la musique, Aretha Franklin et Dionne Warwick. Cette dispute éclata lorsqu'Aretha s'énerva à cause d'une déclaration de Dionne. Dionne avait alors déclaré par erreur qu'elle était présente aux funérailles de Whitney Houston en 2012 et qu'elle était sa marraine. Aretha a pris cela à cœur et a interpellé Dionne. Lorsqu'Aretha a lancé quelques pics à Dionne, Gladys Knight est intervenue pour défendre son amie Dionne. Gladys lui a expliqué à quel point les deux femmes étaient différentes. Elle a dit « Je connais ma sœur, Dionne. Ça ne lui importe pas. Maintenant, Aretha est un peu différente. C'est juste un truc comme ça. Tout le monde a ses petits trucs en tête. Dionne va dire ce qu'elle pense et la vérité. Tandis qu'Aretha va se montrer sensible et provoquer une sacrée polémique. » Gladys essayait de souligner à quel point Aretha créait souvent des conflits avec les autres. C'était vraiment le cas. On a grandi ensemble et il avait cette musique-là. Là. Gladys Knight a elle-même connu des difficultés, notamment dans sa vie personnelle. À seulement 6 ans, elle se retrouve enceinte et décide d'épouser son camarade de classe et musicien d'Atlanta, James Jimmy Newman, en 1960. Malheureusement, elle fait une fausse couche avant d'avoir son premier fils, James Gaston Newman. Alors que Gladys n'avait que 20 ans, Jimmy a commencé à lutter contre la toxicomanie. La situation s'est aggravée avec le temps et il a finalement choisi de quitter sa famille. Face aux difficultés rencontrées, Gladys Knight a pris la courageuse décision de mettre temporairement un terme à sa carrière musicale. Elle a pris sa retraite des tournées pour se consacrer à l'éducation de leur enfant. Même si The Pips, le groupe musical de sa famille, continuait de tourner de manière indépendante.
motherland, he could make it. So he's leaving the light Gladys Knight et James Newman ont célébré la naissance de leur fille unique, Kenya Maria Newman. Les responsabilités maternelles et le désir de subvenir aux besoins de sa famille grandissante ont finalement ramené Gladys Knight à sa passion pour l'enregistrement et la performance avec The Pips. Au début des années 60, Gladys, James et The Pips ont déménagé à Détroit, où ils ont entamé un nouveau chapitre de leur vie. Malheureusement, les difficultés conjugales ont persisté et, après une séparation de 7 ans, Gladys Knight a pris la difficile décision de divorcer de James Newman en 1973. Malheureusement, James Newman est décédé quelques années après leur divorce. Malgré son chagrin, Gladys a retrouvé l'amour. Elle a épousé Barry Hankerson en 1974 et ils ont eu un fils, Shanga Ali Hankerson, en 1976. Barry était un producteur de musique qui a managé des stars comme Toni Braxton et Aaliyah. Leur mariage a été de courte durée et ils ont divorcé en 1979 après une difficile bataille pour la garde de Shanga, remportée par Gladys. La bataille a été si difficile que leur fils Shanga en a été affecté psychologiquement. Il a développé un trouble alimentaire pendant un certain temps. Gladys a également dû faire face à une autre situation difficile. Son fils a été kidnappé alors qu'il n'avait que 3 ans. Elle a travaillé sans relâche, dépensant environ $1 million pour le récupérer. Cette expérience lui a brisé le cœur, mais a aussi révélé sa force et sa détermination de mère. Gladys a tenté de retrouver l'amour et a épousé le conférencier motivateur Les Brown en 1995. Leur relation a connu des hauts et des bas, mais ils ont finalement compris qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Il a déposé les papiers du divorce contre Knight 2 ans seulement après le début d'une union qu'elle avait autrefois qualifiée de rêve devenue réalité. Knight disait que Brown avait le don de motiver et d'inspirer, mais qu'il ne savait pas comment le faire. Point positif. Brown a encouragé Knight à écrire son autobiographie à succès et l'a aidé à obtenir une avance de $500 pour son livre. Gladys a également parlé de ses difficultés. Je sais que ces difficultés qui surviennent de temps à autre dans la vie sont nos petits outils d'apprentissage. Sans elles, comment pourrions-nous apprendre? Et quand je me suis mis à jouer, même si je ne le cachais pas, le casino est un lieu très public. Mais quand j'en parlais, les gens ne semblaient pas comprendre que cela faisait partie de ma vie ou que j'en manquais. Gladys était également confrontée à un problème grave, l'addiction au jeu. Pendant plus de 10 ans, elle a lutté contre le jeu. Gladys a grandi à Atlanta, ville réputée pour sa vie nocturne animée et ses jeux d'argent. Plus tard, elle a déménagé à Détroit, dans le Michigan, où sa carrière musicale a décollé. Détroit est également célèbre pour ses casinos. Gladys a découvert le blackjack grâce à un collègue musicien et est rapidement tombée amoureuse de ce jeu. Ce qui n'était au départ qu'un divertissement s'est vite transformé en une dangereuse obsession. Elle passait souvent plus de temps dans les casinos que partout ailleurs. Dans son autobiographie de 1997, elle décrit comment le casino lui semblait un lieu sûr. Elle écrit « Les chefs de table et les croupiers sont devenus ma famille. Je me sentais protégé. Au début, ce traitement de faveur lui faisait du bien, mais c'est vite devenu un problème. Gladys dépensait tout son argent aux tables de casino, jouant au blackjack et au baccarat. Lorsqu'elle a finalement réalisé combien d'argent elle perdait, elle a su qu'elle devait changer. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question de temps. À cette époque, Gladys était déjà mère et passait plus de temps aux tables de jeu qu'avec ses enfants. Un matin des années 1980, elle se réveilla tard et réalisa qu'elle avait oublié d'emmener son fils à l'école après une longue nuit au casino. Cet incident lui fit prendre conscience de l'impact du jeu sur sa famille. Elle a également perdu des sommes importantes, $45 et $60, à différentes reprises. Se sentant perdue et désespérée, elle savait qu'elle avait besoin d'aide. Elle a commencé à participer aux réunions des joueurs anonymes, ce qui l'a aidée à arrêter de jouer et à se concentrer sur sa famille et sa carrière. Gladys a dû relever un nouveau défi lors du Super Bowl 53 en 2019. De nombreuses personnes étaient mécontentes de la discrimination raciale dans la NFL, en particulier après que le quart arrière Colin Kaepernick a perdu son emploi pour avoir protesté contre l'injustice raciale en s'agenouillant pendant l'hymne national. Kaepernick affirme que la Ligue a fait preuve de négligence pour l'empêcher de jouer ces 2 dernières années, suite à ses manifestations sur le terrain depuis 2016.
Le Super Bowl s'est tenu à Atlanta et Gladys a été invitée à se produire. Malgré son enthousiasme, de nombreux fans ont remis en question sa loyauté envers la communauté noire. Une fan a commenté sur les réseaux sociaux: « Je t'aime, mais je suis déçu. » Pour sa défense, Gladys a publié un communiqué expliquant les raisons de sa performance. Elle a salué la protestation de Kaepernick contre les violences policières et l'injustice. Elle a exprimé l'espoir que sa prestation honorerait l'hymne national et rassemblerait les gens. Gladys a toujours défendu la justice et l'égalité, et elle estimait qu'interpréter l'hymne était un moyen de mettre en lumière ces enjeux. Elle a déclaré: « Malgré les réactions négatives, Gladys a maintenu sa décision de se produire, affirmant que ses actions ne devaient pas être perçues comme irrespectueuses. » Après 3 mariages, Gladys n'a pas renoncé à l'amour. En 2001, elle a épousé William McDowell et ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Gladys a partagé sa vision de l'amour. Elle croit que l'amour est ce que chacun recherche dans ses relations et dans sa vie. William McDowell, de 14 ans, son cadet, l'aide à gérer sa carrière. Elle souhaitait y retourner, a-t-elle expliqué, exerçant ce métier depuis des décennies, et la façon dont il traite les entreprises afro-américaines a toujours été injuste. Elle a également chanté sur un single qu'il a sorti, et il contribue à la construction d'un centre communautaire grâce à leur association caritative. Gladys dit: « On dirait une chanson, mais c'est un sacré bout de chemin. Il s'occupe du côté commercial et moi de la création. On est sur la même longueur d'onde. Il aime la musique et parfois, il la fait mieux que moi. Ils partent aussi en tournée. Aurait-elle aimé le rencontrer des années plus tôt, en riant de bon cœur? » Elle dit: « Il est incroyable. Il faut parfois toute une vie pour trouver l'amour. À eux deux, ils ont 27 petits-enfants et arrière-petits-enfants pour les occuper. » Cependant, la vie de Gladys n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Son fils, Shanga Hankerson, est devenu un sujet de préoccupation en raison de ses démêlés avec la justice. Malheureusement, il a été condamné à 2 ans de prison pour non-paiement des cotisations. Shanga était accusé d'avoir omis de payer plus d'1 million de dollars de cotisations sociales entre 2012 et 2016. L'IRS a souligné qu'il aurait dû payer ses impôts pour financer des programmes importants comme la sécurité sociale et Medicare. Après avoir plaidé coupable, un juge l'a condamné à une peine de prison et à une restitution de plus d'1 million de dollars. Le procureur fédéral a clairement indiqué que le non-paiement des impôts est une affaire grave et que tous les employeurs doivent respecter les règles. Gladys Knight a également dû faire face à des difficultés à cause des agissements de son fils. À un moment donné, elle a retiré son nom de son restaurant après avoir découvert qu'il était accusé de vol. Shanga a riposté, affirmant que sa mère n'avait pas la capacité mentale de résilier leur contrat de licence. Bien que Gladys ne dirigeait pas l'entreprise, elle autorisait Shanga à utiliser son nom. Leurs relations se sont tendues lorsque l'IRS a accusé Shanga de vol et de fraude fiscale. Gladys a alors poursuivi son fils et son entreprise en justice. Leur contrat de licence a duré 10 ans, mais après avoir constaté que le comportement de Shanga portait atteinte à sa réputation, Gladys a voulu y mettre fin. Shanga a nié toutes les accusations et a affirmé l'avoir payé pour utiliser son nom dans ses restaurants. Au milieu de ses ennuis judiciaires, Shanga aurait tenté d'utiliser des informations personnelles concernant Gladys à son avantage. Lorsqu'elle a refusé de céder, un juge a statué en sa faveur. Gladys a déclaré que l'avocat de son fils avait menacé de rendre public son diagnostic d'Alzheimer si elle n'obtempérait pas. Elle a nié toute allégation concernant sa santé mentale, affirmant que son fils cherchait à la mettre dans l'embarras. Gladys a également dû faire face à une perte personnelle. Son autre fils, Jimmy Newman III, est décédé à l'âge de 36 ans d'une insuffisance cardiaque. Il avait dirigé sa carrière et était un membre apprécié de sa famille. Malgré toutes ces difficultés, l'amour de Gladys Knight pour ses enfants n'a jamais faibli. Elle a travaillé dur pour eux et les a soutenus dans les moments difficiles. Son histoire révèle une femme forte et résiliente, dont le cœur était rempli d'amour pour sa famille et sa communauté, et qui, par sa foi, était aussi le reflet de sa foi. Gladys a été élevée dans la foi baptiste, mais a décidé de changer de foi à plusieurs reprises. En 1997, elle est devenue catholique. Plus tard, elle a été inspirée par ses enfants, qui ont quitté le catholicisme pour rejoindre l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, aussi connue sous le nom de Mormons. Gladys a ressenti leur passion et a décidé de suivre leurs traces. Elle s'est fait baptiser et est devenue membre de l'Église. Pour le fun, Gladys taquinait parfois Gordon B.,
Hinckley, le président de l'église SDG, à propos de la musique. Elle suggéra qu'ils mettent un peu plus de peps dans leurs chansons. À sa grande surprise, Gordon accepta. Cela conduisit à la création du Saints Unified Gospel Choir, avec Gladys comme directrice. Elle a même dirigé la chorale lors d'un grand événement à Salt Lake City, dans l'Utah. Gladys est connue non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa gentillesse et son engagement caritatif. En 2017, elle a contribué à collecter 400 $ pour les centres d'apprentissage pour enfants du comté de Fairfield. Cette collecte de fonds a eu lieu au Palace Theatre et était coanimée par Carol Ann Riddle et Alan Coulter. Ce fut un événement exceptionnel qui a démontré l'engagement de Gladys envers les autres. En octobre 2009, Gladys Knight a entamé sa tournée d'adieu au Royaume-Uni. C'était censé être un grand au revoir à ses fans. Elle avait même invité Tito Jackson en première partie, et son ami Dionne Warwick avait fait des apparitions spéciales. Cette tournée était plus importante et plus spectaculaire que ses précédentes au Royaume-Uni. La production était de grande qualité, avec des écrans géants diffusant des animations spéciales pendant le spectacle. Les fans pouvaient même emporter un programme raffiné en souvenir. Knight s'est également produit dans la populaire émission britannique Later, aux côtés de Jules Holland, qui chantait « If I were your woman, it'd help me make it through the night ». Mais même si cette tournée était annoncée comme une tournée d'adieu, Gladys n'a pas dit au revoir longtemps. Elle est retournée au Royaume-Uni pour se produire à nouveau en 2024. Elle a annoncé une nouvelle tournée d'adieu, cette fois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les réalisations de Gladys Knight vont bien au-delà de ces tournées. En 2022, elle a reçu l'une des plus hautes distinctions américaines, les Kennedy Center Honors, décernées par le président Joe Biden. La même année, elle s'est produite lors d'un dîner spécial à la Maison-Blanche à l'occasion du sommet des dirigeants américano-africains. En plus de chanter, Gladys a participé à de nombreuses émissions de télévision. Elle avait sa propre émission de variété, The Gladys Knight and the Pip Show, mais elle a été annulée après seulement 4 épisodes. Elle a également été invitée dans des séries populaires comme The Jeffersons, A Different World, Living Single et bien d'autres. En 2012, elle rejoint Dancing with the Stars, mais est éliminée lors de la Motown Week. Malgré tous ses adieux, Gladys Knight reste une légende, prouvant que sa passion pour la scène ne s'arrête jamais vraiment.